D'abord, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ma soutenance dans le cadre du MBA Marketing, Communication et Innovation. Ma soutenance va porter sur les biais dans le data marketing, donc en fait, comment ils se construisent et comment ils agissent. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Alors, parce que cet intérêt pour la donnée me vient déjà de ma précédente expérience lors de mon précédent master, où j'ai fait ma thèse sur l'IA dans l'industrie du luxe. Et ça soulevait beaucoup de problématiques au niveau de la personnalisation et de l'utilisation des données et des biais qui étaient présents. Donc, j'ai continué de m'intéresser à ce sujet et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi donc, de faire un MBA en marketing digital. Donc, tout d'abord, je vais faire un petit contexte du monde des décisions marketing aujourd'hui, qui est en fait de plus en plus automatisé, donc avec un ciblage et des algorithmes qui sont vraiment allés sélectionner une audience pour leur campagne qui va doit être de plus en plus ciblée. On va avoir des publicités de plus en plus personnalisées, du contenu, des produits, des messages qui vont vraiment être adaptés à chaque utilisateur, des recommandations qui vont être faites par des systèmes, donc qui vont vraiment orienter le parcours et les choix des utilisateurs et des optimisations qui vont faire en sorte que les décisions, les prix, les budgets, comme par exemple quand on cherche un hôtel, un avion, vont vraiment être ajustés en temps réel pour maximiser la performance. Donc en fait, au cœur de cette dynamique, on voit que les algorithmes de recommandation structurent désormais l'accès à l'information et vont conditionner une part significative de l'expérience numérique. Donc, tout ceci à partir, bien sûr, de la donnée. Mais il est important de se souvenir que la donnée, en fait, n'est pas une matière première neutre. Donc, c'est en fait cette promesse d'ultra-personnalisation va vraiment s'appuyer sur une hypothèse qui est souvent implicite et c'est celle d'une donnée marketing fidèle, exhaustive et neutre. Or, c'est une représentation en fait qui n'est pas idéalisée car dans les données historiquement situées, en fait, vont refléter des comportements passés, des déséquilibres sociaux et des normes qui sont culturelles et préexistantes. On va avoir un choix technique invisible, donc la collecte, le traitement, la modélisation, l'activation. Tout ça vont être le produit de choix en fait organisationnels et stratégiques qui vont en fait façonner une vision du monde. Et on va avoir des biais progressifs et cumulatifs, car en fait à chaque étape de cette chaîne de collecte des données, donc cette chaîne de traitement, on va avoir des biais qui s'ajoutent, s'amplifient mutuellement et via des boucles rétroactives des algorithmes. C'est pour ça que, comme problématique de recherche, j'ai choisi de me poser la question qui est quels sont les biais présents dans le data marketing et comment ils affectent les systèmes de recommandation. Et pour ça, je me suis fixé trois objectifs tout au long de cette thèse qui sont en fait de comprendre les mécanismes de production de ces biais, de les analyser, donc les effets concrets qu'ils peuvent avoir sur les publics, les décisions, etc. Et d'explorer des leviers, des stratégies qui vont permettre en fait d'agir face à ces biais. Donc, ma thèse a été faite sur une démarche orientée compréhension et action. Donc, avec une méthodologie plutôt qualitative et exploratoire pour analyser les dynamiques sous-jacentes auxquelles j'aurais peut-être pas eu idée. Et donc, cela a été fait une méthode mixte, donc d'un côté avec des sources de la littérature académique, institutionnelle, des, des tables rondes sur le sujet et des entretiens semi-directifs avec des experts du domaine qui travaillent donc avec des algorithmes de recommandation.
Cela m'a permis de structurer une analyse en trois parties, donc avec une première partie qui consistait à comprendre l'origine des biais, ensuite l'analyser et enfin donc proposer les leviers d'action. Et c'est cette analyse qui m'a permis de déboucher sur trois axes donc, sur lesquels j'ai décidé d'orienter cette présentation aujourd'hui. Le premier axe concerne la gouvernance de l'IA comme un actif stratégique et non pas comme un simple outil. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'IA marketing ne peut plus être juste piloté comme une brique technique isolée qui va faire une tâche et qui n'aura pas de répercussions sur le reste. Aujourd'hui, les décisions de l'IA vont avoir un impact sur la performance, en fait, sur l'image de marque et sur la conformité réglementaire et la relation client. Donc, on va vraiment avoir un impact transverse qui va toucher le juridique, le marketing, la direction. On est vraiment plus sur des décisions très limitées, très restreintes. Euh, on va avoir un arbitrage implicite. Donc, les objectifs d'optimisation vont être rarement discutés stratégiquement et vont contenir des choix et des valeurs implicites. Et on va avoir malheureusement aussi, donc ça c'est ce que j'ai beaucoup remarqué donc quand j'ai étudié des cas plutôt juridiques, une responsabilité diluée. Donc au final, on en vient à se demander qui décide, qui valide, qui peut suspendre le système. Enfin voilà. L'automatisation tend à brouiller vraiment la ligne de la responsabilité humaine. Alors donc comme analyse, j'ai pu observer qu'on avait une gouvernance donc, qui était souvent absente ou implicite. Donc, on va avoir des objectifs non arbitrés. Donc, on va avoir des KPI qui vont être assignés, mais qui vont très souvent être purement techniques et pas forcément toujours prendre en compte les enjeux business et éthiques. On va avoir des décisions techniques non alignées, donc le choix des variables de données et des seuils qui vont être définis sans cadre stratégique et qui, du coup vont parfois être laissés aux équipes data en fait sans un alignement stratégique clair et ça va créer du coup des risques non maîtrisés. Et enfin, on va avoir des risques subis, non anticipés, donc notamment des risques juridiques, hein, de non-conformité au RGPD, AI Act, des risques réputationnels, avec des controverses publiques, une perte de confiance de la part des consommateurs, et même parfois, je l'ai vu lors de mes entretiens, de la part des employés. Et des risques stratégiques, donc avec ce qu'on appelle une myopie stratégique due à des modèles biaisés qui, du coup, vont nous permettre d'avoir des objectifs stratégiques à court terme, mais qui vont nous empêcher de voir le négatif, en fait, sur le long terme. Donc, au terme de cette analyse, j'ai pu émettre une première hypothèse qui est que, en fait, une gouvernance explicite et transverse, en fait, va être vraiment le premier levier pour maîtriser les risques et aligner l'IA sur la stratégie. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment mettre en place une instance de gouvernance IA qui va réunir, comme cité précédemment, le marketing, data, juridique, le conformité IT, pour être sûr de valider en fait des cas d'usage et arbitrer des objectifs. Il va falloir clarifier vraiment les responsabilités humaines, donc définir formellement qui décide, à quel moment, qui paramètre quoi, qui valide quoi, qui a la possibilité d'arrêter en fait de suspendre le système, parce qu'en fait, il ne faudrait pas que l'automatisation déplace la responsabilité. Non, c'est pas l'humain, c'est de la faute de l'IA. Il faut une responsabilité humaine. Et enfin, il faudrait intégrer une veille réglementaire afin d'anticiper les usages à risque plutôt que de les corriger a posteriori, parce qu'on va le voir plus tard, ça peut être un vrai frein lors de prise de décision marketing. Donc, le deuxième axe s'articule autour de la redéfinition de la performance marketing, donc au-delà de l'engagement, parce que les KPI traditionnels tels qu'on les connaît restent nécessaires, hein, mais malheureusement insuffisants. Ils ne représentent que la surface émergée de l'iceberg, pardon. Et en dessous, on ne voit pas qu'il y a une vision partielle des effets, en fait, et que l'optimisation du clic ou de la conversion à court terme risque donc de masquer une dégradation de l'expérience à long terme, donc cette myopie stratégique dont je parlais.
On va avoir une invisibilisation silencieuse, donc de segments entiers de clients qui peuvent être se retrouver invisibles ou mal servis en fait, car ils ne vont pas correspondre au schéma qui vont être pris en compte par les KPI classiques. On peut avoir des effets cachés, donc de l'exclusion, stéréotypage, donc cette myopie et une homogénéisation des offres, donc vraiment un système qui va favoriser ce qui marche déjà et qui va donc reproduire du contenu sans réellement apporter de nouveautés. Euh, et du coup, donc, cela m'a permis d'analyser qu'en fait, souvent, les bons chiffres vont masquer les mauvais effets. Donc, la performance va apparenter des systèmes qui peuvent masquer des dynamiques d'exclusion, de stéréotypage et d'homogénéisation. Donc, on va avoir un déséquilibre d'exposition où certains produits, contenus ou profils vont être systématiquement surreprésentés, tandis que d'autres vont vraiment se retrouver marginalisés. On peut se retrouver avec une segmentation du coup erronée, où le marché va être perçu comme plus homogène qu'il ne l'est, parce qu'en fait, c'est du coup ce qui va être mis en avant par ces algorithmes, et on va avoir une vision du coup faussée et perdre des opportunités commerciales. Et enfin, ben, cette fameuse myopie stratégique qui fait en fait en sorte que les entreprises vont perdre cette capacité à innover, à explorer de nouveaux segments ou à détecter des signaux faibles. Donc, l'hypothèse que cela m'a permis de mettre en place est que, en fait, compléter les KPI business, indicateurs d'équité, permet en fait, par des indicateurs d'équité, permet une vision plus juste et une performance en fait plus durable. Euh, Parce que du coup, on va associer aux KPI déjà existants peut-être des mesures de distribution réelle en fait des recommandations. Donc une meilleure couverture du catalogue. On va suivre les asymétries entre les segments. On pourra monitorer en fait les erreurs répétées sur certains profils. Donc, il faudrait également pour ça mettre en place des dashboards de monitoring accessibles pour vraiment pour les équipes marketing, hein, mais pas seulement pour les équipes data, parce que malheureusement les équipes ont tendance à travailler encore trop séparément. Et il faudrait utiliser en fait ces indicateurs pour la décision. Et donc, pas juste un simple reporting, vraiment que ça devienne un acteur décisionnel euh, ce qui permet de réorienter en fait ou d'arrêter un usage algorithmique. Enfin, le dernier axe que j'ai choisi d'aborder, c'est sur l'intégration de l'équité dès la conception des systèmes. Donc, on a un problème qui se pose, c'est que les biais se forment en amont. Donc, on va avoir des données, des variables, des objectifs d'optimisation. Et ces données historiques, en fait, vont servir de base pour les modèles qui vont apprendre à partir voilà, de ces données. Et donc, en fait, on a déjà un biais à ce moment-là. Après, encore au niveau du choix des variables, enfin, la sélection de certaines variables et l'exclusion d'autres vont hiérarchiser implicitement l'importance des facteurs. Donc, de nouveaux biais qui s'ajoutent. Et enfin, dans ces objectifs d'optimisation, bah, un modèle qui va être optimisé pour un indicateur précis, comme par exemple le panier moyen, va forcément négliger d'autres dimensions. Et donc, l'analyse donc de ces taxes est que il est important donc de penser à ça en amont, car en fait corriger après coup, c'est une stratégie en fait coûteuse et limitée. Euh, on va avoir des effets cumulatifs difficiles à défaire, des boucles de rétroaction qui vont renforcer en fait un déséquilibre et qui ont appris en fait un modèle biaisé et qui vont reproduire encore et encore le même schéma.
On va avoir des corrections partielles, donc des ajustements faits a posteriori, enfin, qui vont agir sur les symptômes sans vraiment traiter les causes de base, donc les causes profondes logées dans les données ou les objectifs, et une robustesse au final limitée, parce que un modèle patché pour corriger un biais va être souvent moins performant ou créer parfois même de nouveaux biais imprévus. Donc, cela m'a permis de mettre en place ma dernière hypothèse, qui est que la robustesse et la pertinence d'un système va vraiment dépendre des principes d'équité intégrés dès sa conception. Donc, c'est important d'intégrer des critères de diversité et de sérendipité dès la conception, d'aller au-delà de la pertinence immédiate, en fait, pour limiter cette homogénéisation et cet enfermement algorithmique. Euh, il faut également documenter en fait les arbitrages de conception, c'est-à-dire rendre le choix des données et des objectifs traçables et auditables. Vraiment savoir pourquoi telle ou telle donnée a été choisie, quels sont les risques, donc faut vraiment avoir une donnée auditable et afin de pouvoir en fait concevoir des systèmes dont la logique peut être interrogée et contestée en interne. Alors, il existe néanmoins quelques limites à tout ça et quelques points de vigilance. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des biais et de solutions pour les limiter, mais leur éradication totale reste une illusion. Parce que l'objectif, c'est pas non plus une neutralité parfaite, mais une gouvernance explicite des biais et de leurs effets. Euh, les arbitrages permanents vont être nécessaires, en fait, donc, parce qu'il y aura toujours une tension entre performance métrique, diversité, équité et d'autres objectifs stratégiques. Donc, il faudra toujours derrière un arbitrage pour s'assurer de cet équilibre. Et au final, il existe plusieurs contraintes, donc des contraintes techniques, donc de la qualité de données, organisationnelle, économique et juridique. Enfin, c'est à plusieurs niveaux que il faut travailler pour aller donc au-delà des problèmes liés à ces biais. Donc l'enjeu va vraiment pas être d'éliminer les biais, mais de les reconnaître et de les rendre discutables et en fait de les encadrer explicitement. C'est pourquoi donc la conclusion de mon travail de recherche est qu'il faut aller vers une gouvernance explicite comme avantage concurrentiel en fait. Parce que les biais, ils sont structurels, ils ne sont pas accidentels, sortis de nulle part, non, ça vient vraiment d'une structure. Et la neutralité de données est une illusion. Donc il faut vraiment une fois que l'on sait ça, en fait, cela permet vraiment de gouverner euh, donc de façon stratégique et pas juste de corriger les erreurs qui ont déjà été faites. Et la responsabilité marketing est centrale et ne peut être déléguée à la technique. Ça, pour moi, c'est vraiment un point central de mon travail de recherche parce que malgré l'hétérogénéité des profils que j'ai eu à interviewer lors de ma thèse, qu'on soit dans l'informatique, le médical, l'hôtellerie de luxe, le juridique, c'est un point qui revenait très souvent. Il n'y a pas cette communication entre les différents secteurs et au final, on a des secteurs qui se retrouvent à se rejeter la faute et on n'a pas cette responsabilité marketing qui est prise ou cette responsabilité de tel ou tel autre secteur. Et donc, j'aimerais terminer en disant que la valeur stratégique des systèmes de recommandation ne repose pas du coup uniquement sur leur puissance technique, mais sur la qualité de leur gouvernance et la crédibilité de l'intention marketing qui les guide. Une IA maîtrisée peut vraiment devenir un avantage concurrentiel durable pour les entreprises. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté.